Pour toute une génération, il restera à jamais M. Bedonden. Je lui dirai pas ses mandibules parce que... Le simple son de la voix de Roland Lepage ravive des souvenirs d'enfance. Il a écrit les textes de 42 épisodes de la Ribouledague, créé de nombreuses pièces de théâtre, connu la consécration avec le temps d'une vie. Pendant des années avant que je sois mariée. Mais ce que bien peu savent, c'est que pendant tout ce temps, il fut un important mécène à Québec. À 90 ans, il s'apprête à devenir le plus important contributeur financier privé de l'histoire du Musée de la Civilisation. Monsieur Lepage, juste voir ce lieu-là, ça vous ramène quoi, 70 ans en arrière presque? Oh, j'étais ici. Ici, j'étais là en 46, 47. Dans cette classe, parce que c'était une classe. Oui. C'était une classe. C'était les classes de philosophie. J'étais ici en 47, 46. J'étais ici. Et vous pointez vers cette fenêtre-là. Ah, ben oui, la fenêtre, c'était la fenêtre de l'évasion. Ça donne sur le fleuve. On voyait les bateaux qui descendaient, qui allaient vers l'Europe. Et là, moi, je rêvais un jour d'être dans ces bateaux-là. C'est arrivé, d'ailleurs, quelques années après. Monsieur Lepage, votre amour des mots et du jeu, ça prend naissance ici, dans le fond, au séminaire. Oui. Bien, tout jeune, j'aimais ça chanter, faire des monologues comiques, des choses comme ça, avant même d'entrer, de venir au séminaire. Mais seulement quand je suis venu au séminaire, là c'était le cours classique. Les cours qu'on avait, c'était plus important. Et puis, j'avais vu des pièces dans lesquelles je n'ai pas joué. Mais à la fin de l'année, quand même, et on m'avait demandé, on m'avait fait passer une espèce on n'appelait pas ça des auditions, mais fait venir comme ça. Et j'ai joué au mois de mai-juin, là, de 1940, puisque j'étais entré en 39. Vous aviez quoi, 11 ans? Hein? Vous aviez 11 ans? Oui. Je suis entré, j'avais 10 ans. Donc, je jouais dans une pièce qui s'appelait Le Marchand d'automates. Et je faisais... il y avait une espèce de faux automates. Et puis, moi, je jouais... Il y avait des pages. Ça se passait à la Cour des affaires. C'est bien, c'est tout à fait notre folklore, hein, n'est-ce pas? À la Cour d'Espagne, il y avait quelqu'un qui s'appelait le marquis de Pintadosa di Torticolentos et Carapata. Je me rappelle encore ça. Mais ça fait 80 ans! Ben oui. Et moi, je racontais une chose qu'il y avait eu des puces dans son costume, puis je faisais rire. Ça faisait rire tout le monde et tout. C'est pas identique à vos souvenirs, là. C'était la salle des promotions. C'est ici qu'on avait nos prix à la fin d'année. Le début de votre vie théâtrale, c'est là. Là. C'est là-dessus, là. Je me vois encore. Bon, je vois le costume encore avec une culotte de satin, là, vous savez, vert pâle, je pense que vous savez, une fraise autour du cou, puis tout ça. Là, vraiment des costumes, une espèce de béret avec une plume d'autruche, puis là, ça n'était pas rien. Hein? Étiez-vous dans une famille aisée ou privilégiée pour avoir accès à toute cette formation-là à l'époque? J'ai été privilégié, mais on n'était pas dans une famille privilégiée à ce moment-là, parce que si je vous raconte l'histoire de ma famille, quand mes parents se sont mariés en 1926, ils jouissaient d'une honnête aisance, on peut dire. Mon père travaillait, il s'était marié comme on faisait. Il attendait pour être capable de se marier. Bon, puis ils avaient un logement dans la maison de mon grand-père, qui était rue Scott. Et mon père avait suivi le courant, il avait fait des placements et tout, des choses sur marge. Alors, ruine, une dette. Dans ce temps-là, la dette, on ne faisait pas faillite. Il fallait rembourser jusqu'au dernier tour. Alors là, on était dans le trou. Comme ma mère disait, il faut sortir de ce trou-là. On est parti de la rue, de la Grande Allée, si on peut dire, pour descendre à Limoilou. Alors là, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est quand j'avais 2 ans et demi, là, tout ça, on habitait à ce moment-là, 3e avenue. Bon, on était toujours dans le trou dans ce temps-là. Il fallait rembourser la dette. Ça se remboursait, parce que un sou est un sou. Ma mère, elle disait, j'aurais pu tondre un œuf. Bon, Et puis, bien, après, à un moment, là, bien, les affaires allaient un peu mieux, puis on est remonté à la Haute-Ville. On est monté dans le faubourg. Ça, c'est un signal. Ça veut dire on va mieux, c'est un signal. Ben oui. Donc, on était au-dessus du trou.
pas loin, Oui. tout en arrière. Mais- Il était derrière nous, il n'était pas devant nous. Et donc, on avait les moyens d'envoyer... Oui, ben oui. Et puis, j'étais fils unique. Donc, si on avait été plusieurs enfants, il n'aurait pas pu faire ça, vous comprenez? Mais là, je suis entré chez nous au séminaire, toujours comme externe. Hein, j'ai jamais été pensionnaire. Vous êtes venu ici en cours classique, mais pas pour la prêtrise. Parce que... Mais je savais pas. Oui, quand je suis entré, je voulais devenir père blanc pour aller en Afrique. Mais ça n'a pas été long que la père blanterie s'est éloignée, puis je ne savais pas où j'allais aller. Mais je pensais jamais aller faire du théâtre. Mais je me suis intéressé, là. Vous savez, les cours, au fur et à mesure qu'on avançait, j'étais bon, j'arrivais bien, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Puis là, ça tombait, étudier l'histoire. J'adorais l'histoire, la littérature. Et là, genre, moi, je buvais ça comme une éponge. Hein. Puis en même temps, j'ai commencé à faire du théâtre. Même en 1944, j'ai passé une première audition. Alors, il m'apporte un texte, une farce du Moyen-Âge, dans le Cuvier. Mais je savais ce que c'était, j'avais déjà lu ça, mais c'était en vers ancien, là. Je me rappelle comment ça commence. « Le grand diable me mena bien quand je me mis en mariage. » Ça c'était le début. Alors, bon, je passe ça, je regarde, il revient, je fais ça, puis bon, ben, c'est bien, c'est très bien. On commence à répéter, on répète la semaine prochaine et tout. Alors là, je me suis embarqué là-dedans en même temps que je suivais mes cours. Et le voilà parti pour son premier séjour en France. À son retour, il retrouve une scène culturelle complètement transformée par l'arrivée de la télévision. Comme je n'avais pas l'intention de m'installer en France, je suis revenu. Bien, j'ai repris un bateau. Et là, quand je suis arrivé, il s'était passé quelque chose pendant mon absence. La télévision. J'avais jamais vu la télévision, moi. À Paris, j'avais pas ça. Bon, quand la télévision, on voyait dans les vitrines des magasins où on vendait des téléviseurs, mais moi, j'avais pas vu la télévision ici. Je suis arrivé, mes parents avaient la télévision. Tous mes amis avec qui je faisais du théâtre, ils étaient tous rendus à Montréal pour la télévision. Je suis arrivé, moi, un dimanche. Le jeudi, j'ai été chez moi. Et je suis parti, je suis allé à Montréal, j'ai retrouvé mes amis. Là, on passait des auditions. J'ai commencé à me présenter, j'ai rencontré des réalisateurs et je me suis installé. Je suis revenu à Québec pour voir mes parents en visiteur, c'est tout. Mais là, j'ai commencé à Radio-Canada, à travailler pour Radio-Canada. Mais je dois dire qu'au début, j'ai fait plus de radio que de télévision. J'en avais déjà fait ici à Québec pour Radio-Canada. Pour des somptueux cachets de 14 $ quand on faisait 3 de Québec. Ça payait. Moi, je jouais presque toutes les semaines là-dedans. Là. Je me ramassais mon petit capital. La télévision arrive. La télévision arrive, oui. Et là, il y a une transformation. L'homme de théâtre devient auteur de télévision. Ah, bien, ça a pris un certain temps. Mais j'ai commencé, ça a été déterminant. J'ai passé une audition pour une émission jeunesse. Une émission qui allait s'appeler Ping et Pong. Et vous faisiez quoi dans cette émission-là? Un Chinois, nous étions des Chinois. L'autre Chinois, c'était Jean-Louis Millette, puis la Chinoise, la princesse, c'était Kim Yaroshevskaya, et moi, j'étais le Chinois d'office. Moi, je jouais toujours les mandarins, comme ça, Alors, puis j'avais une grande tresse, puis on nous maquillait comme je suis pas très chinois de physique. On ne posait pas la question sur l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, j'ai fait pire que ça. Alors bon, enfin, on m'a fait faire pire que ça. Bon, enfin, alors ça m'a situé, on m'a vu comme ça. Mandibule, bedonden, paillasson, friponneau et dame plume giroflée. Et tout ça nous amène à Bedonden, parce qu'éventuellement, on vous demande de créer... On prend des personnages qui existent déjà. Ça, de rapailler. À un moment, il y avait la boîte à surprise qui existait déjà depuis un certain temps. La formule, il y avait un monsieur surprise, Pierre Thériault, et puis il y avait un petit sketch qui durait 10-12 minutes. C'est moi, monsieur surprise. C'est toi, mon ami. C'est pourquoi je te dis... Surprise. Et puis, avec des comédiens, il y avait Sol et Goblet qui était là-dedans. Il y avait Fanfreluche qui avait son émission. Et il y avait 2 personnages qui existaient déjà dans une autre série qui s'appelait Les Croquignoles, qui étaient Mandibule et Paillasson. Moi, j'avais jamais vu ces Croquignoles-là. J'ai commencé à mijoter, puis là, je me suis bâti quelque chose, puis je suis arrivé avec l'idée de
l'émission que j'ai appelée Larry Boudin. C'est pas venu tout de suite comme ça. Et puis, avec les personnages créés, bien, il y avait Mandibule et Paillasson, mais aussi, là, j'ai créé Dame Plume, j'ai créé M. Bedonden pour moi, j'ai créé Giroflée, j'ai créé Prunelle, bon. Et voilà, c'est devenu... J'ai écrit la chanson, les mots de la chanson. Mandibule, Bedonden, Paillasson. Friponneau et Dame Plume, Giroflée, et Prunelle, toute la ribambelle de fous. C'est nous, Larry Boudingue, oui, c'est nous, c'est nous. Dans votre personnage de M. Bedondenne, vous êtes maquillé, vous avez ce nez, cette perruque qui était verte. Verte, bon. Et pourtant, les gens vous reconnaissaient par la voix. C'est la voix. Et tiens-le bien devant moi. Vous voulez pas que je vous savonne? Non, je vais m'arranger tout seul. On me reconnaît maintenant par la voix. Et les gens m'entendent. Je suis dans une épicerie, dans un magasin. Les gens se retournent. C'est vous qui jouiez à la télévision, là? Comment ça s'appelait, là? J'ai dit, Larry Boudin. Oui! Ça. Il y a quelques années, des messieurs à cheveux blancs qui me disaient « Oh, c'est vous qui avez fait ma jeunesse, mon enfance, puis qui me sert sur eux. » Ça me touche beaucoup. C'est pas les sourcils qu'il faut me raser, c'est le menton. C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit « Je vais écrire autre chose que des textes de jeunesse ». Oui. Ouais. Oui. Je commençais à trouver que l'univers... J'étais limité par l'univers des enfants, de jeunes. Oui. Et André Pagé, qui était mon complice, si vous voulez, qui était le réalisateur des émissions, lui, il a quitté Radio-Canada et il est passé... il est passé à l'École nationale de théâtre. OK, On raccroche, vous couperez, vous direz, perd la mémoire, monsieur Lepage, là, vous savez... Alors... Et là, ben, il m'a demandé d'écrire des textes pour les étudiants. J'ai déjà dit que j'avais le goût d'écrire quelque chose sur les troupes de 37-38. J'avais lu un livre dans la bibliothèque de mon père qui était Les Patriotes, un livre du 19e siècle. 1838. 1839. C'est les années des hivers rouges. Et c'est devenu la complète des hivers rouges. Ça, c'est bon. Et puis, il y a une autre classe qui avait besoin de travailler en sensibilité, en profondeur et tout. Et ça, c'est devenu le temps d'une vie. On bordasse dans la maison, là, mais pour la grosse ouvrage, on peut pas servir à grand-chose. Comme de raison, des femmes, même à deux. Et Jean-Claude Germain, qui dirigeait le théâtre d'aujourd'hui à ce moment-là, m'avait demandé d'écrire quelque chose, un texte sur la mangeaille. Je veux bien croire que je suis gourmand, que j'aime bien manger, mais je ne peux pas dire que ça m'inspirait beaucoup pour écrire ça. Ben oui, il m'achalait avec sa maudite mangeaille. Là. Et alors, j'ai dit, le temps d'une vie, ça t'intéresserait pas. C'est quoi ça? Mais c'est ça, j'avais déposé mon texte partout à Montréal. J'avais déposé au Nouveau Monde, j'avais déposé au Rideau Vert. Personne n'avait... C'est ça. Je lui dis ça au téléphone. Mais j'ai dit, c'est à l'École nationale de théâtre, tu peux avoir le texte, il est là. Puis d'ailleurs, ça avait été publié, même. Et il me rappelle le lendemain, c'est merveilleux, on monte ça l'année prochaine, on monte ça tout de suite pour le début de la saison. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti comme ça? C'est parti comme ça. Et là est arrivé le break, là. Mais il est arrivé, je suis devenu l'homme du moment. Je passais mon temps à aller à Montréal pour passer des entrevues. Je passais dans toutes les émissions. J'allais à cause du succès du temps d'une vie. Quand on se souviendra de votre œuvre, et on se souvient déjà de votre œuvre, pensez-vous que c'est Larry Boudin et le temps d'une vie qui ressortent le plus? Je dois dire... Larry Boudin, ça a marqué une génération. Hein. Et le temps d'une vie, c'était un succès. Combien de fois que ça a été joué, le temps d'une vie? Oh, des centaines. Des centaines de fois. Mais simplement, la tournée s'était présentée pour la première fois. Il y avait une pièce québécoise invitée officiellement à Villon. Et tout de suite, c'est un succès. Alors, c'était une très belle tournée. Puis en revenant, on a fait une tournée au Québec, un peu en Ontario. On est allé jusque dans le bas de... On est allé en Nouvelle-Écosse. On est allé, comme ça. Puis on est allé un peu en Ontario. Puis la dernière de cette tournée-là, ça a fini à Shawinigan. C'est ça. après Paris, après Shawinigan. Le succès amène des revenus importants, placés judicieusement et combinés à un modeste style de vie. Voilà que Roland Lepage peut se permettre de contribuer à plusieurs causes sociales. Monsieur Lepage, toute cette belle époque a fait en sorte que vous avez pu
bien gagné votre vie grâce à votre art. Ben oui, parce que ça a marché, ces choses-là. Vous savez, le temps d'une vie, j'ai eu des droits d'auteur. C'est les tournées qui ont été faites ici au Canada. Une année, ça a été repris, remonté. Je touchais des droits d'auteur importants. J'avais été élevé dans une famille qui voulait sortir du trou. Il faut quand même pas dépenser tout ce qu'on gagne. Il faut placer, Bon, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, je suis arrivé à avoir certains moyens, en somme. Mais au fil des ans, bien peu de gens le savent, vous avez été un mécène, entre autres dans le secteur du théâtre. Bien, naturellement. D'une part, socialement, parce que ça, mes parents en faisaient des dons. Vous savez, ils faisaient des dons chaque année. Et j'ai commencé, d'autant où mes parents vivaient, moi-même, à faire des dons. Alors, j'ai commencé chaque année, je faisais un chèque pour le service d'entraide Basse-Ville. Bon, après ça, je me suis mis à donner à toutes les compagnies de théâtre qui sont bien, qui valent, qui semblent valoir quelque chose. Vous avez finalement créé une fondation. Oui, j'ai créé une fondation, la Québec Philanthrope. Là, Oui. j'ai créé le Fonds philanthropique Roland Lepage. Alors là, j'ai fait un don d'un coup, là, une année, gros don, là, 200 000 d'un coup. C'est placé là, puis ça, c'est le fonds inaliénable. Ça reste là, mais seulement ça engendre des profits. Et ces profits-là, on peut les redistribuer. Alors, qui est distribué à toutes sortes d'organismes, des maladies, des maladies, nommez-les, là. Et je me souviens, moi, j'étais fils unique, hein, donc j'ai pas de famille immédiate. Et puis, je me disais, il y a quand même, il va en rester, là, qu'il va rester... Et puis là, j'étais allé, il y avait l'exposition au Musée de la civilisation quand il y avait eu l'anniversaire du traité de Paris 1763, qui étaient des documents qui étaient exposés. Et le directeur du Musée de la civilisation à ce moment-là, Michel Côté, était là, puis il avait parlé des archives du séminaire, qui est une richesse incroyable, et que malheureusement, le séminaire n'avait pas les moyens d'entretenir dans des conditions parfaites, comme ça devrait, et puis là, je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est comme le Saint-Esprit est là. Ouais. Voilà où je pourrais. Alors là, j'ai contacté, et puis c'est là que je les ai fait venir chez moi, puis j'ai parlé, puis tout ça, puis que j'étais prêt, à faire un don qui pourrait être appréciable et tout. Mais j'ai posé des conditions. Première condition, il fallait que l'histoire de la chapelle de l'Amérique francophone, puis le musée de l'Amérique francophone, que ça débarque, parce que ça, je l'avais, c'était resté en travers de... Là, je l'avais. Le musée des Augustines, c'est le musée des Augustines, c'est pas le musée des gardes-malades de l'Amérique du Nord, de l'Amérique française. Les Ursulines, c'est pas les institutrices d'Autochtones de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique française. Non, c'est le musée comme ça. Alors, pourquoi c'est pas le musée du séminaire? Puis c'est ça que ça devrait être. Moi, faut vous changer. Ça change, non. Si vous ne changez pas dedans, c'est fini, vous n'avez rien. À condition, si c'est ça, je te céderai mes archives, oui, et puis à ce moment-là, je vous fais un lait, c'est-à-dire par testament, un lait de 5 millions de dollars. Pardon? 5 millions. Alors, comment a-t-il réagi, M. Côté? Quand on met 6-0 après un chiffre, là, ça commence à énerver le monde. Hein, Vous avez vu ma réaction? Je fais pardon? Alors, ils étaient chez moi et il m'a présenté une formule. J'ai dit non, ça marche pas. Il faut que ce soit formulé autrement. Je suis retourné chez le notaire négociait pour moi. Si bien que, à la fin, quand on est allé signer cette affaire-là, ce papier chez le notaire, justement, c'était, à ce moment-là, ce n'était plus Michel Côté, oui, c'était Stéphane Laroche qui était devenu. Mais le notaire a dit, c'est fait comme un contrat de mariage. Avec une assurance, vous savez, garantie, un douaire donné à la mort, c'est réservé, la veuve doit... Bon, c'est ça. Alors... c'est ça. Donc, on a signé ça. On est allé manger le midi ensemble pour célébrer le mariage, mon mariage avec le Musée de la civilisation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui. Mais tout le monde est plus vieux que moi. Qu'est-ce que vous voulez jeter le bébé de la classe? C'est alors, vrai, ça veut dire que ceux qui vivent, ils ont plus que 90 ans. 93, oui, c'est ça. Ça,
rhétoricien 44-45. Et les photos qu'on avait à la fin de l'année. Allez, c'était notre devise. Allez. Donc, c'est à la fin, en rhétorique, ça. Celui-là, là. OK, au centre là. Vous OK. voyez, avec les lunettes. Oui. Hein? Ça, c'est M. Vachon qui était notre professeur. Mais moi, ce que je suis devenu, je l'ai pris au séminaire ici. L'homme que je suis devenu, la culture que j'ai acquise, les choses... Mais seulement la formation de l'esprit, le fait d'étudier les langues anciennes, la façon dont on analysait une phrase pour que la composition et tout. Mais ça, j'ai pris ça ici. Et puis en même temps, l'ouverture sur le monde, sur la culture. J'avais tout mon fichier était construit. Il ne restait plus qu'à déposer les fiches que la vie m'amènerait. Vous comprenez? Monsieur Lepage, est-ce que je peux vous souhaiter d'être là pour couper le ruban? Ah, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça. Jeanne Calment, elle est morte à 120 ans. Moi, c'est madame. Je vise là, mais... Monsieur Lepage, pour votre contribution immense à la télévision, au théâtre, à la culture et au séminaire, je me fais le porte-parole des gens pour vous dire un immense merci. Merci, Monsieur Lepage. Mais moi, je vous remercie de vos remerciements. ça m'émeut. Merci, Monsieur Lepage. C'est un honneur.